Labas vakaras, ponios ir poniai, sveiki atvykę į mūsų institutą. Šį mėnesį minime frankofoniją, tai yra puikiai proga kalbėti apie turtingas ir įvairialypes frankofoniškų šalių kultūras per prancūzų kalbos prizmę. Praeitą savaitę Prancūzų instituto bibliotekoje vyko pokalbis apie prancūzišką Šveicarijos literatūrą. Šiandien pakvietėme į paskaitą apie prancūzišką Kanados literatūrą. Už šią iniciatyvą ir paskaitos organizavimą esame dėkingi Kanados ambasados biurui Lietuvoje. Ačiū labai, merci beaucoup, thank you very much. Taip pat Kanados biurui Lietuvoje dėkojame už Prancūzų instituto bibliotekos skaitytojams padovanotą daugiau nei 30 prancūzakalbių Kanados autorių kūrinių kolekciją. Merci beaucoup, encore une fois. Man malonu pristatyti šio vakaro pranešėją humanitarinių mokslų daktarę Sarah Bédangoulet, prancūzų ir frankofoniškos literatūros specialistė, kilusią iš Kanados, kurią mokėsi Tulūzoje, ir šiuo metu dirbančią Tartu universitete, kuri mums paruošė pranešimą Michelis Tremblay įvadas į Kvebeko literatūrą, arba prancūziškai Michel Tremblay, entrée dans la littérature québécoise. Tada linkiu jums įdomaus ir turiningo vakaro. Į žodį perduodu mano kolegui iš Kanados ambasados, Richard. Richard, prašom. Merci. Sveiki atvykę visi. Merci aussi. Good evening. Tout brièvement, c'est un grand plaisir de vous présenter la littérature canadienne en français et qu'on a une canadienne pour le faire. C'est comme ça qu'on peut célébrer toute la variété et la richesse, la diversité de la francophonie. Donc, je suis très ravi et j'attends avec très grande impatience la présentation. Aucune pression. Merci. Labas vakaras visiems, labai malonu šiandien pristatyti pranešėją, kuri kalbės apie Kanados literatūrą ir savo paskaitoje atskleis Kanados ir apskritai frankofoniškos literatūros lobius. Su nekantrumu laukiu pranešimo. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici. Je voudrais d'abord évidemment remercier l'ambassade du Canada pour sa généreuse invitation et l'Institut français pour son accueil chaleureux. Labas vakaras visiems ir visoms. Labai džiaugiuosi būdama čia, dėkoju pirmiausia Kanados ambasadai už malonų pakvietimą ir taip pat Prancūzų institutui už šiltą priėmimą savo patalpose. Si nous étions à Montréal, où je suis née, je commencerai en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka, la nation Mohawk. Et j'ajouterai que nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leurs autorités souveraines sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Jeigu šiuo metu būtume Monrealyje, ten, kur aš esu gimusi, iš kur aš kilau, tai savo pranešimą pradėčiau pasakydama, kad esame tose žemėse, teritorijose, kurios yra protėvių, vietinių gyventojų protėvių žemės. Tai buvo vietinių gyvenimo, susitikimo, mainų vieta ir niekuomet vietiniai žmonės, Kanien'kehá:ka tauta arba Mohawkai
Mohaukų tauta neatsisakė savo teisės į šias teritorijas ir mes visuomet gerbėme ir pripažinome jų teisę į šitas žemes ir šitos vandenis, kurių teritorijoje dabar ir esame. Dans le contexte qui est le nôtre, j'aimerais ajouter que Montréal compte plus de 35 000 résidents ayant des origines ukrainiennes et que le Canada accueille la troisième plus grande population ukrainienne dans le monde après l'Ukraine et la Russie. Donc aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens, nous soutenons votre lutte pour défendre vos droits et votre autorité souveraine sur les terres et les eaux qui sont aujourd'hui attaquées. Dabartinėme kontekste norėčiau dar papildomai pasakyti, kad vien Monrealyje gyvena daugiau nei 35 000 ukrainiečių kilmės gyventojų ir apskritai Kanada yra ta šalis, kuri pagal ukrainiečių skaičių yra trečia po Rusijos ir Ukrainos. Tad kreipiuosi į ukrainiečius, į ukrainietės, sakydama, kad mes remiame jūsų kovą už jūsų teisės į žemę, į vandenis, kuriuose gyvenate ir kurioms šiandien iškilo grėsmė. Pour passer de l'occupation et de la lutte au sujet de ma présentation, l'œuvre de l'auteur québécois Michel Tremblay, j'aimerais commencer par situer très rapidement le Québec et sa littérature. Le Québec est l'une des 10 provinces et 3 territoires du Canada, la seule dont la langue officielle est le français, qui est la langue maternelle de 79% de la population, où on trouve aussi 9% d'anglophones, 12% d'allophones et d'autochtones. Tai pereinant prie okupacijos temos, kovos temos, prie šiandienos pranešimo temos, būtent Kvebeko autoriaus Mišelio Tremblay kūrybos, norėčiau pirmiausia trumpai pristatyti Kvebeką ir jo literatūrą. Tai pirmiausia, Kvebekas yra viena iš 10 provincijų ir 3 teritorijų Kanadoje. Vienintelė provincija, kur oficiali kalba yra prancūzų ir tai yra gimtoji kalba 79% Kvebeko gyventojų. Taip pat Kvebeke 9% yra gyventojų anglofonai ir 12% alofonų arba kalbančių kitomis vietinėmis kalbomis. Comme vous le savez certainement, le Canada est une fédération et le Québec possède donc son parlement, comme les autres provinces et territoires, qui a le pouvoir de légiférer dans plusieurs domaines, dont l'éducation, la santé, le droit, la justice, tout en respectant évidemment les lois fédérales. Tai, kaip žinote, Kanada yra federacija ir Kvebekas, kaip ir kitos provincijos, turi savo parlamentą. Na, o tas parlamentas gali priimti teisės aktus įvairiose srityse, pavyzdžiui, švietimo, sveikatos, teisės ir teisingumo srityse, bet visuomet šie provincijų parlamentai atsižvelgia ir į federalinius įstatymus. Mais on peut se demander d'où vient cette population francophone en Amérique. En 1534, la Nouvelle-France est découverte par Jacques Cartier pour le compte du roi de France, François Ier. Bet gali kilti klausimas, iš kurgi Kanadoje atsirado šita frankofonų bendruomenė. Viskas prasidėjo 1534 metais, kai naująją Prancūziją, jeigu galima taip sakyti, atrado Žakas Cartier, kuris ten vyko Prancūzijos karaliaus François I kvietimu. Jusqu'en 1763, le Québec est sous le nom de Canada, qui vient de la langue iroquoienne Kanata, qui signifie village, la région la plus développée de la colonie française. Tai iki 1763 metų Kvebekas vadinamas Kanada, žodis kilęs iš irokezų kalbos žodžio Kanata, kuris reiškia miestelį, ir tai yra labiausiai išsivystęs prancūzų kolonijos regionas. À la suite de la guerre de la conquête, qui est la guerre de 7 ans en Europe, le Québec, sous différents noms, devient une colonie britannique en 1763
avant d'être intégré à la Confédération canadienne en 1867, dont je précise qu'il n'a pas ratifié la Constitution au moment de son rapatriement en 1982. Po užkariavimo karo, Conquête karo, arba Europoje šitą karą mes vadiname 7 metų karu, Kvebekas tampa Britų kolonija 1763 metais. Na, o po to yra integruojamas jau į Kanados konfederaciją nuo 1867 metų, bet neratifikuoja jos konstitucijos. À la suite de la rébellion des Patriotes en 1837-38, qui oppose la population civile francophone et l'occupant militaire anglophone, pour le dire grossièrement, une enquête est menée sur les causes de ces rébellions par le nouveau gouverneur général, représentant de la couronne d'Angleterre au Canada, qui produit un rapport sur les affaires de l'Amérique du Nord britannique, qu'on appelle le rapport Durham, du nom du gouverneur en question. Po taip vadinamojo patriotų sukilimo, kuris vyko nuo 1837 iki 1938 metų ir kurio metu tarpusavyje kovojo vietiniai frankofonai ir okupantai, anglofonai, jeigu taip trumpai, glaustai sakant, buvo atliktas tyrimas, kodėlgi tie sukilimai kilo. Ir tą tyrimą inicijavo generalinis gubernatorius, tai Anglijos karūnos atstovas Kanadoje, ir jis parengė ataskaitą atlikęs tą tyrimą, kuri vadinama jo vardu, Durhamo vardu. Ir ta ataskaita būtent tyrinėjo Britų Šiaurės Amerikos reikalus. Dans ce rapport, le gouverneur identifie les Québécois, et je le cite, à un peuple sans culture et sans littérature, et recommande de procéder à leur assimilation culturelle avec l'anglais pour seule langue officielle. Šioje ataskaitoje tas generalinis gubernatorius nurodo, kad kvebekiečiai tai yra tauta be kultūros, be literatūros ir rekomenduoja pradėti jų kultūrinę asimiliaciją ir numatyti, kad vienintelė oficiali kalba būtų anglų. Heureusement, une persévérante résistance s'est opposée à cette proposition et un chemin considérable a été parcouru depuis. Le Québec a connu un essor culturel croissant, mais aussi social, politique, économique, surtout à partir de la Révolution tranquille de 1960, qui a notamment entraîné la décléricalisation et la déconfessionnalisation des institutions de l'État. Et sa littérature s'est développée au point de former l'une des littératures incontournables de la francophonie, comme le disait Richard tout à l'heure. Laimiai vietiniai gyventojai pasipriešino labai stipriai tokiam pasiūlymui ir nuo to laiko buvo nueitas tikrai didelis ilgas kelias, kol Kvebekas tapo tikrai labai išsivysčiusiu kultūrinę prasme teritoriją, regionu. Ne tik kultūrinę, bet taip pat ir socialinę, politinę, ekonominę, ypač po tyliosios revoliucijos, kuri vyko 1960 metais. Ir po tos revoliucijos vyko įvairūs procesai, tokie kaip deklerikalizacija, dekonfesionalizacija institucijų, valstybės institucijų. Ir dėl to regiono, provincijos literatūra labai stipriai vystėsi, netgi taip stipriai, kad tapo viena svarbiausių, viena galbūt reikšmingiausių frankofonijos pasaulio literatūrų. L'offre éditoriale s'est particulièrement accrue ces dernières années en offrant une place de choix aux voix diverses, autochtones, multiculturelles, etc., qui composent le paysage culturel et linguistique. Ir dabar literatūros pasiūla yra tokia didelė, kad galima rasti knygų parašytų įvairiausių žmonių, įvairiausiais akcentais, įvairiausiomis tarmėmis, tai ir autochtonų literatūra, multikultūrinė
literatūra, na ir visa tai yra bendro kultūrinio ir lingvistinio kraštovaizdžio dalis. L'un des précurseurs de ces voix singulières est incontestablement l'auteur Michel Tremblay, qui est né en 1942, dont la pièce Les Belles Sœurs, jouée pour la première fois en 1968, a inauguré l'utilisation de la langue familière québécoise, le joual, au théâtre. Na ir vienas svarbiausių figūrų, kalbant apie Kanados literatūrą, tai be abejo yra rašytojas Michelis Tremblay. Jis gimė 1942 metais ir jo pjesė Les Belles Sœurs, brolienės pažodžiui, pirmą kartą teatre buvo suvaidinta 1968 metais ir toje pjesėje buvo tarsi įtvirtinta ta šnekamoji kvebekiečių kalba, žualis. Tai įvyko, galima sakyti, pirmą kartą jo dėka, būtent teatro scenoje. Depuis, Tremblay n'a eu de cesse de renouveler les formes et les thèmes du théâtre, mais aussi du roman et du récit, au point de constituer l'œuvre la plus prolifique et la plus importante du corpus québécois. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui vous donner un aperçu de la richesse de cette œuvre, aux personnages marginaux colorés et couvrant l'histoire québécoise du XXe siècle. Ir per visą savo kūrybos laikotarpį Tremblay nuolat ieškojo naujų formų, naujų temų tiek savo teatro pjesėms, tiek romanams, pasakojimams. Na ir galiausiai jisai sukūrė tikrai labai platų, labai svarbų kultūrinį, literatūrinį Kvebeko literatūros palikimą. Todėl šiandien ir norėčiau pakalbėti apie ypatingai turtingą jo kūrybą, kur galime rasti labai spalvingų personažų, kuriuos galėtume pavadinti marginaliais personažais, bet kurių gyvenimiškos istorijos tai yra ir 20-ojo amžiaus Kvebeko istorija. Tremblay a commencé sa carrière au théâtre et a écrit à ce jour plus de 30 pièces, dont la plus connue reste la deuxième, Les Belles Sœurs, notamment à cause du scandale qu'elle a créé à une époque où les comédiens affectaient encore un accent qu'on peut qualifier de parisien, qui ne correspondait pas à la langue parlée au Québec. Taigi savo karjerą Tremblay pradėjo rašydamas pjeses teatrui ir iki šiol jų yra parašęs apie 30, tiksliau daugiau nei 30. Na, o žinomiausia pjesė yra jo antroji pjesė, Brolienės, Les Belles Sœurs. Ir ji žinomiausia yra dėl to, kad sukūrė tam tikrą polemiką, nes tuo metu teatre aktoriai vaidindami kalbėdavo, bandydami atkartoti, imituoti paryžietišką prancūzų kalbos akcentą, kuris visiškai nebuvo taip, kaip kalbėjo paprasti kvebekiečiai, netitiko šnekamosios kalbos akcento. En présentant des personnages de la classe ouvrière, Tremblay donne une voix, sa vraie voix, à une communauté largement ignorée par le monde culturel de l'époque. Na ir Tremblay savo pjesėse vaizduoja paprastus žmonės, darbininkų klasės atstovus, kuriems į jų lūpas įduoda tą tikrąjį balsą, jų tą tikrąją šneką. Na ir galima sakyti, kad tie žmonės iki tol buvo tarsi ignoruojami kultūrinio pasaulio, juos nebuvo kreipiamas dėmesys. L'action de la pièce se déroule en 1965 dans la cuisine de Germaine Lauzon, où se rassemblent 15 femmes invitées pour l'aider à coller le million de timbres primes qu'elle a gagné dans un concours, comme ça se faisait à l'époque, et qui suscite évidemment leur jalousie. Et je vais vous lire le tout début de la pièce, qui est une discussion entre Germaine Lauzon et sa fille Linda. Taigi šios pjesės veiksmas vyksta 1965 metais tokios ponios Germaine Lauzon virtuvėje, kur susirenka 15 moterų. Ir jas Germaine Lauzon pasikviečia tam, kad jos padėtų jai suklijuoti milijoną lipdukų, kuponų, kuriuos galima laimėti, perkant parduotuvėje tam tikrus daiktus. Tai jai pasiseka, ji laimi milijoną tokių kuponų ir aišku,
visos tos moterys susirinkusios jai labai pavydi dėl to. Ir dabar paskaitysiu ištrauką iš pjesės, kur būtent Germaine Lauzon kalbasi su savo dukra Linda. Misère, qu'est-ce que c'est ça? Maman! C'est toi, Linda? Ouais, qu'est-ce que c'est ça, les caisses qui traînent dans la cuisine? C'est mes thèmes! Ils sont déjà arrivés? Ben, j'ai mon voyage. Ça a pas pris de temps. Ben non, hein? Moi aussi, j'ai resté surpris. Tu venais juste de partir un matin quand ça a sonné à la porte. Je vais répondre. C'est un espèce de grand gars. Je pense que tu l'aurais aimé, Linda. En plein ton genre. Dans les 22, 23 ans, les cheveux noirs frisés, une petite moustache. Un vrai bel homme. Il me demande comme ça si je suis Madame Germaine Lauzon, ménagère. Je dis que oui, c'est bien moi. Il me dit que c'est mes thèmes. Me voilà tout énervé, tu comprends? Je savais pas que c'est dire. 2 gars sont venus et portés dans la maison, puis l'autre gars m'a fait un espèce de discours. Parlez bien, s'il vous plaît, puis il avait l'air fin. Je suis certaine que tu l'aurais trouvé de ton goût, Linda. Qu'est-ce qu'il disait, toujours? Je sais plus trop, j'étais assez énervée. Il m'a dit que la compagnie pour qui il travaillait était bien contente que j'aille gagner le million de time prime, que j'étais bien chanceuse. Moi, je savais pas que dire. J'aurais aimé ça que ton père soit là, il aurait pu y parler, lui. Je sais même pas si j'ai dit merci. Ça va en faire des timbres à coller, ça. 4 caisses, 1 million de timbres, on rit plus. Il y en a juste 3 caisses, la 4e, c'est pour les livrets. Mais j'ai une idée, Linda. On n'est pas pour coller ça tout seul. Sors-tu à soir? Ouais, Robert est supposé de m'appeler. Tu pourrais pas remettre ça à demain? J'ai une idée, écoute bien. À midi, j'ai téléphoné à mes sœurs, à la sœur de ton père, puis je suis allée voir les voisines. Je les ai toutes invitées à venir coller des timbres à soir. Je vais faire un party de collage de timbres. C'est une vraie bonne idée, hein, ça? J'ai acheté des peanuts, du chocolat, le petit était chercher des liqueurs. Maman, vous savez bien que je sors toujours le jeudi soir, c'est notre soir, on voulait aller aux vues. Tu peux pas me laisser tout seul un soir pareil, on va être quasiment 15. Vous êtes pas folle, on rentre jamais 15 dans la cuisine, puis vous savez bien qu'on peut pas recevoir dans le restant de la maison parce qu'on peinture. Misère, maman, que vous avez donc pas d'allure des fois. C'est ça, méprise-moi. Bon, c'est correct, sors, fais ta tête, tu fais toujours à ta tête, c'est pas ben mêlant. Maudite vie, je peux même pas avoir une petite joie qu'il faut toujours que quelqu'un vienne tout gâter. Vas-y aux vues, Linda, vas-y, sors à soir, fais à ta tête. Maudit verre de bâtard que je suis donc tannée. Comprenez donc, maman. Je comprends rien pantoute, puis je veux rien savoir. Parle-moi plus. Désormais-vous pour élever ça, puis qu'est-ce que ça vous rapporte? Rien pantoute. Vous n'êtes même pas capable de vous rendre un petit service. Je t'avertis, Linda, je commence à en avoir plein de casses de vous servir et de tromper les autres. Je suis pas une servante, moi, ici. J'ai 1 million de thèmes à coller, puis je suis pas pour les coller tout seul. Après tout, ces thèmes-là, ils vont servir à tout le monde. Faudrait que tout le monde fasse sa part dans la maison. Ton père travaille de nuit, puis si on n'a pas fini de coller ça demain, il va continuer dans la journée, il me le dit. Je ne demande pas la lune. Aide-moi donc pour une fois, au lieu d'aller niaiser avec ce niaiseux-là. C'est pas un niaiseux, vous saurez. Ah ben, j'ai mon voyage. Je savais que t'étais nounoune, mais pas à ce point-là. Tu t'es pas encore aperçu que ton Robert, c'est un bon rien. Il gagne même pas 60$ par semaine. Puis c'est tout ce qu'il peut te payer, c'est le théâtre Amherst le jeudi soir. C'est moi qui te le dis, Linda, prends le conseil d'une mère. Si tu continues à le fréquenter, tu vas devenir une bonne rien comme lui. T'as quand même pas envie de marier un colleur de semelle puis de rester strapeuse toute ta vie? Je vais m'arrêter ici. Cette première pièce de Tremblay donne déjà une idée des thèmes et des personnages privilégiés qui reviendront tout au long de son œuvre. On y retrouve les difficultés rencontrées par des personnages qui souffrent de leur situation économique et sociale, surtout les femmes de la classe ouvrière, accablées par les tâches domestiques et la vie familiale, dans un contexte encore très marqué par l'oppression religieuse. Les hommes hétérosexuels sont largement absents de l'œuvre de Tremblay, qui se concentre sur la vie des femmes, des homosexuels et d'autres marginaux, comme les prostituées. Taigi jau iš šitos pirmosios Tremblay pjesės galime matyti, kokiems personažams, kokioms temoms jis teikia pirmenybę ir kurie dažnai iš tikrųjų ir tiek temos, tiek personažai dažnai grįžta ir kitose jo kūriniuose.
Taigi daugiausiai jis pasako apie tai, su kokiais sunkumais susiduria veikėjai, kurie patiria kažkokių ekonominių, socialinių sunkumų. Ypač jis kalba apie darbininkų klasės moteris, kurioms reikia be viso ko dar atlikti ir namų ruošos darbus, ir pasirūpinti šeima. Ir beje, tuo metu dar labai stipriai jaučiama religinė, jeigu galima sakyti, priespauda. O vyrų personažų, heteroseksualų vyrų nėra daug, praktiškai nėra Tremblay kūryboje, nes jis daugiausia dėmesio būtent skiria tokiems marginaliems visuomenės atstovams, jau minėtoms moterims, bet taip pat vyrams homoseksualams ir tokioms moterims kaip prostitutės. Après cette pièce, Tremblay a continué à écrire pour le théâtre avec des pièces comme À toi pour toujours ta Marilou, Hosanna ou La Duchesse de Langeais. En 1978, il publie son premier roman, La grosse femme d'à côté est enceinte, qui sera le premier volume des Chroniques du plateau Mont-Royal, une série de 6 romans. Parašęs šią pjesę, Tremblay toliau kūrė pjeses teatrui ir pasirodė jo pjesės Tavo amžinai Marilių, Hosanna arba Langeais kunigaikštienė. O 1978 metais jis išleidžia savo pirmąjį romaną, kurį galima būtų pažodžiu išversti Storulė iš gretimo buto laukėsi. Ir tas romanas yra pirmasis tomas 6 romanų serijoje. O ta 6 romanų serija vadinasi Mont-Royal plynaukštės kronikos. Cette série forme une fresque familiale qui reprend de nombreux personnages des pièces précédentes et qu'on retrouvera dans les œuvres à venir. Tremblay donne ainsi un poids romanesque à des personnages existant déjà dans des instants théâtraux précis. Ir įdomu tai, kad šioje 6 romanų serijoje tarsi piešiama šeimos freska. Ir čia galima sutikti personažų iš ankstesnių pjesių, arba šių romanų personažus vėliau bus galima sutikti kituose Tremblay kūriniuose. Taigi jau esamiems personažams iš teatro pjesių Tremblay suteikia tą ir kažkokį tai veidą savo romanuose. Il organise donc son projet romanesque à la fois comme une analepse et comme une justification des personnages de ses pièces. Et chacune de ses nouvelles œuvres entre en dialogue avec l'ensemble de son œuvre antérieure. Il fait voyager ses personnages d'un genre à l'autre sans difficulté. Taigi savo romanus Tremblay rašo naudodamas analepsę, pakartojimus ir tarsi taip įtvirtina tų savo personažų veikėjų buvimą pjesėse ir romanuose. Ir kiekviename naujame kūrinyje jis tarsi kalbasi, palaiko tą ryšį su jau ankstesniais kūriniais ir perkelinėja savo veikėjus labai lengvai iš vieno kūrybos žanro į kitą. La grosse femme d'à côté est enceinte se déroule pendant une seule journée, le 2 mai 1942, dans le quartier du plateau Mont-Royal à Montréal, où Tremblay lui-même a grandi, alors un quartier ouvrier, aujourd'hui complètement gentrifié. Taigi šio romano Storulė iš gretimo buto laukėsi veiksmas vyksta tik tai vieną dieną, 1942 metų gegužės 2, ir tas veiksmas vyksta Monrealyje, Plateau Mont-Royal kvartale, ten, kur Michelis Tremblay pats yra gimęs. Tuo metu tai buvo darbininkų kvartalas, dabar aišku, jis jau yra modernus, prabangus, visiškai pasikeitęs nuo tų laikų. La grosse femme enceinte n'est pas nommée dans le roman, mais on saura plus tard qu'il s'agit de Nana, ou Réona Ratier,
qui est mariée à Gabriel, est enceinte de leur dernier enfant, qu'on connaîtra aussi dans des œuvres ultérieures sous le nom de Jean-Marc. Taigi ta storulė, kuri laukiasi, neturi vardo, pavardės romane. Vėliau tik sužinosime, kad jos vardas yra Nana arba Reona Ratie. Jos vyras yra Gabrielis, na ir dabar ji laukiasi paskutiniojo jų vaiko, su kuriuo susipažinsime dar vėlesniuose kūriniuose ir sužinosime, kad jo vardas yra Žanas Markas. Ce couple, Reona et Gabriel, et leurs deux enfants, Richard et Philippe, partagent un appartement avec des membres de leur famille étendue. Albertine, la sœur de Gabriel, et ses deux enfants, Marcel et Thérèse. Édouard, le frère de Gabriel et d'Albertine, et Victoire, la mère de Gabriel, d'Albertine et d'Édouard. Vous avez un schéma ici. Tai jau galite sekti schemą ekrane. Tai Nana Reona su kartu su savo vyru Gabrieliu augina du vaikus, Richardą ir Filipą. Ir jie gyvena viename bute dar su daugybė kitų žmonių, kuriuos ir išvardinsiu. Tai kartu su jais dar gyvena Albertina, kuri yra vyro Gabrielio sesuo. Taip pat jų du vaikai, Marcelis ir Terezė. Dar gyvena Eduardas, Gabrielio brolis, Viktorija, Gabrielio mama, kuri yra kartu ir Eduardo ir Albertinos mama. Cette famille n'a pas de patronyme dans toute l'œuvre de Tremblay. On l'appelle donc la famille de la rue Fabre, même lorsqu'ils déménageront après la guerre dans 3 appartements différents. Visuose Tremblay kūriniuose šita šeima neturi pavardės. Juos vadina tiesiog šeima iš Faber gatvės. Netgi jie ir toliau taip vadinami, netgi kai po karo persikrausto gyventi į 3 skirtingus butus. Dans ce roman, on trouve des personnages secondaires comme les voisins, les voisines surtout, 2 prostituées, Béatrice et Mercedes, et Duplessis, le chat de la marchande qui porte le nom d'un ancien Premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, qui est connu pour avoir régné dans l'époque qu'on appelle la Grande Noirceur. Šiame romane yra ir kitų personažų, antrinių, pavyzdžiui, kaimynai, tiksliau kaimynės. Taip pat randame 2 prostitutės, Beatrice ir Mercedes. Ir taip pat Duplessis, tai yra vienos pardavėjos katinas, kuris pavadintas Kvebeko premjero vardu, Mauriso Duplessis vardu, o tai buvo žymus politinis veikėjas, kuris pasižymėjo tokiomis nacionalistinėmis pažiūromis ir valdė tuo laikotarpiu, kurį kanadiečiai vadina tokiu tamsiaisiais amžiais. Grande Noirceur. Finalement, on trouve aussi 4 femmes mystérieuses, Rose, Mauve, Violette et leur mère Florence, qui semblent habiter le logement voisin et passer leur temps à tricoter. En réalité, ces femmes sont souvent comparées aux moires grecques par les critiques. Elles sont invisibles pour la plupart des personnages et accompagnent la famille de Victoire depuis plusieurs générations. Et je vais vous lire le début du roman qui commence avec une description de ces femmes. Na ir galiausiai tame romane svarbios veikėjos yra tokios paslaptingos moterys, kurių vardai yra jos yra 4, Roza, Mauve, Violette ir jų mama Florence. Panašu, kad jos gyvena gretimame bute ir savo laiką leidžia megzdamos. Iš tikrųjų, kritikai šias moteris lygina su graikų moiromis ir dauguma romano personažų jų nemato, nors jos lydi šitos šeimos, mamos Viktorijos gyvenimą nuo ankstesnių laikų. Tiesiog iš kartos į kartą jos yra tos, kurios stebi jų gyvenimą. Ir dabar aš paskaitysiu romano pradžią, kur kaip tik ir yra šių moterų aprašymas, ką jūs veikia.
Rose, Violette et Mauve tricotaient. Parfois Rose, ou Violette, ou Mauve posait son tricot sur ses genoux, jetait un coup d'œil mi-amusé, mi-sévère sur le travail de ses sœurs et disait « Tu tricotes trop lousse !» Ou bien « Si maman m'avait donné de la laine de cette couleur-là, j'aurais été bien désappointée. » Ou bien encore, elle ne disait rien. Si elle restait inactive trop longtemps, l'une de ses sœurs tournait la tête vers elle. « Finis ta patte avant de jongler !» Et Rose, ou Violette, ou Mauve reprenait son travail après un discret soupir. Le silence s'installait confortablement. Mais au bout de quelques minutes, « C'est rare qu'on puisse s'asseoir dehors un 2 mai, hein? »« Ouais, je pense que c'est bien la première fois. »« Voyons donc, faut pas exagérer depuis le temps. »« C'est vrai, t'as raison. Je me rappelle l'année que Victoire a eu Gabriel. C'était pas l'année de Gabriel, c'était l'année d'Édouard, son deuxième. Comme tu veux. C'est pas comme je veux, c'est de même, c'était l'année d'Édouard. » Silence encore. Le triple cliquetis des broches. En tout cas, c'était un 2 mai. Rose, Violette et Mauve étaient assises sur des chaises droites. Les chaises berçantes encourageaient la paresse. Dos raide, coudes collés, yeux baissés sur la laine bleue, ou rose, ou jaune, ou autre. Le matin, avant de sortir les chaises, elles avaient lavé le balcon. Comme chaque jour, elles allaient le faire jusqu'au début de septembre. Un chiot d'eau, beaucoup d'eau de javel, 3 brosses. Le chat tigré qui avait passé la nuit sous le balcon, épuisé après 3 jours d'amour violente et de jeûne, s'était réveillé en crachant des pfff rageurs et avait décampé, maudissant cette odeur de propreté maniaque. Le chat, à matin, c'était-tu le chat de Marie-Sylvia? Ouais. La porte s'ouvrit doucement derrière elles. Elles continuèrent leur ouvrage sans broncher. Seules leurs mains bougeaient dans ce tableau immobile, et la porte qui s'ouvrait. La maison d'en face glissa vers la gauche dans la vitre de la porte, puis celle qui la touchait, puis les autres. Et enfin, le restaurant de Marie-Sylvia au coin de la ruelle. Avec cette fois-ci un bout de ciel parce que le restaurant de Marie-Sylvia, pompeusement baptisé Restaurant Arc-en-Ciel, était situé au rez-de-chaussée d'une maison de 2 étages, la seule de la rue, un luxe dans ce quartier où on n'avait construit que des maisons à 3 étages par économie d'espace et d'argent. Quand vous en aurez fini, assez, rentrez les dents au lieu de les laisser traîner sur le balcon, ça fait mal propre. Florence, leur mère, glissa hors de la maison et se pencha sur le travail d'une de ses 3 filles. Tu tricotes trop lousse. Je fais des pâtes d'été. Les 2 autres rirent. Florence sourit. Il n'y a pas de saison pour les bébés. Florence se redressa, fit demi-tour et rentra dans la maison. La porte resta entrebâillée. Je pense qu'elle va venir s'asseoir avec nous autres. Rose, Violette et Mauve se levèrent, soulevèrent leurs chaises par le dossier et firent une place pour celle de leur mère. Avant qu'elle ne se rassoie, Florence parut dans la porte avec sa chaise berçante. Elle la déposa sur le plancher propre. Toutes s'assirent. Le craquement de la chaise de Florence se mêla au cliquetis des broches à tricoter de ses filles. Rose, Violette et Mauve tricotaient des pattes de bébé. Pour la grosse femme d'à côté qui était enceinte. Demain, on va commencer celle de Madame Jaudoin. Et Florence, leur mère, se berçait. Dans les volumes suivants des chroniques, ces 4 femmes mystérieuses, entre autres visibles pour Marcel, le fils d'Albertine, deviendront ses mentors. Kituose šios knygų romanų serijos, kronikos tomuose vėl sutiksime tas 4 paslaptingas moteris, kurios beje yra matomos Marceliui, Albertino sūnui, ir galiausiai jos taps Marcelio globėjomis. Et je parlais plutôt de l'oppression religieuse qui régnait à l'époque au Québec où grandit Tremblay et qu'il décrit dans son œuvre, où on retrouve plusieurs exemples, comme la censure, avec de nombreux livres à l'index. Et je vais vous lire un passage de La grosse femme à ce sujet. Je précise que la grosse femme est enceinte et elle peut difficilement bouger et sa belle-sœur va lui laver les cheveux pour l'aider. Jau užsiminiau apie tai, kad tuo metu, kai augo Mišelis Tremblay, buvo taikoma tokia religinė priespauda ir
jis apie tai ir pasakoja savo romanuose ir net keliose vietose randame pavyzdžių, pavyzdžiui, kad yra cenzuruojama arba yra nurodomos knygos, kurias draudžiama skaityti, kurios yra įtrauktos į draudžiamų knygų sąrašą. Ir kaip tik paskaitysiu vieną ištrauką iš romano Le Grosse Femme, susijusiu būtent su ta religinė priespauda. Ir tik patikslinsiu, kad ta moteris yra nėščia, laukiasi, jai labai sunku judėti ir būtent ateina jos brolio žmona ir padeda jai nusiprausti, konkrečiai plauna galvą. Si vous avez du savon dans les yeux, vous me le direz, hein, gênez-vous pas. Et pas peur, frotte, je suis assez contente. Albertine avait attaché une nappe autour du cou de sa belle-sœur et avait déposé une bassine remplie d'eau tiède sur sa vaste poitrine en lui disant « J'ai pas pu mettre de l'eau trop chaude, j'avais peur de vous ébouillanter. » Comme la grosse femme enceinte ne pouvait plus se pencher par en avant, il était devenu très difficile de lui laver les cheveux et Albertine avait eu tendance ces derniers jours à faire la sourde oreille lorsque sa belle-sœur lui disait « Martine, ça pique maudit, j'ai jamais eu cheveux sales dans ma vie, je suis pas pour commencer à 42 ans. » Mais ce matin, Albertine, transformée mystérieusement, Victoire la regardait en plissant les yeux. « Elle doit préparer quelque chose, je l'ai jamais vue fine de même. » Pleine d'une bonne volonté, un peu malhabile parce que trop neuve, était entrée dans la chambre en coup de vent. « Faudrait faire un grand ménage ici dedans. S'il vient du monde dans ce charivari-là, il va y avoir peur. S'il vient au monde dans ce charivari-là, il va y avoir peur, cet enfant-là. Préparez-vous, je vous lave. Des pieds à la tête, puis surtout à la tête. J'ai jamais vu ça, un voyage de foin pareil. » Sa belle-sœur avait timidement glissé. « C'est ben ta faute aussi, ça fait je sais plus combien de temps que je te le demande. » Albertine avait brusquement arrêté de bardasser un oreiller. « C'est ça, traitez-moi de cochonne. » Puis elle avait continué comme si de rien n'était. La grosse femme avait souri. Albertine avait trouvé un livre de la collection Nelson sous l'oreiller de son frère. « Buck Jargal, mon Dieu, v'là rendu qui parle chinois à cette heure. » Elle avait esquissé le geste de poser sur la table de chevet le petit livre crème, mais s'était immobilisée en voyant le nom de l'auteur. « Victor Hugo !» Elle avait regardé sa belle-sœur affolée. « Un livre à l'index !» La grosse femme avait soupiré. « Je m'endormais pas hier soir, j'ai demandé à Gabriel de me faire la lecture. Tu sais, il est bon. »« Vous répondez pas à ma question? C'est un livre à l'index !» Sais-tu, on achète de le lire, là, puis je me demande que c'est qu'il veut bien avoir dans ce livre-là pour qu'il soit à l'index. Victor Hugo, il est tout à l'index, tout au complet. On n'a pas le droit de lire ça, vous savez bien. Commettre des péchés mortels de même dans votre condition, faut avoir du front. Mais c'est tellement beau, Martine, si tu savais. Que c'est qu'il y a de si beau là-dedans? Ça se passe loin. Albertine frottait énergiquement le cuir chevelu de la grosse femme et la mousse tombait en longues coulisses sur la nappe blanche. « Et que ça fait du bien! Continue! » Albertine laissa exploser allègrement toute l'agressivité qu'elle retenait depuis le matin. La chair ferme de ses bras et son double menton ballottaient en tous sens pendant que sa belle-sœur gémissait doucement de plaisir. « Vous puis votre frère, je trouve que vous jouez pas mal avec le feu des fois avec vos lectures. C'est pas bon de trop lire, on nous l'a assez dit. Martine, s'il vous plaît, tais-toi donc. Si tu lirais un peu plus, tu comprendrais peut-être un peu plus la vie. » Albertine la coupa avec une telle énergie que la grosse femme faillit en échapper la bassine. « J'aime mieux être ignorante puis en état de grâce qu'être au courant de tout puis damnée. » Édouard, qui lisait un journal dans la salle à manger toute proche, éclata de rire. « Ça va être répété, ça, ma petite sœur, ça va être répété. » Rouge de colère, Albertine plongea les bras dans la bassine et arrosa généreusement sa belle-sœur qui se mit à rire à son tour. « Tu peux le répéter à tout le monde si tu veux, Édouard, j'ai pas honte. Quand vous serez après bouillir comme un stew dans le gros chaudron en bas, puis que moi je m'éventerai avec des plumes d'autruche au ciel en écoutant le concert, vous regretterez bien des affaires. Albertine, non, mais pas, je suis pas en état de grâce. » Donc, il s'agit là d'un exemple parmi d'autres de la présence de l'Église dans le quotidien des Québécoises et des Québécois de l'époque. Tai šio pavyzdžio galime matyti, kad tuo metu bažnyčia buvo
kiekvieno kvebekiečio namuose. Tai galim pasakyti. Parmi les personnages marginaux mis en scène par Tremblay se trouvent des hommes homosexuels, et l'auteur a notamment publié un cycle de 6 romans intitulé Le Gai Savoir, consacré à ceux-ci. Si l'homosexualité ne fait plus débat aujourd'hui au Québec, où par exemple le mariage entre personnes de même sexe existe depuis 2000, ce n'était pas le cas pendant la jeunesse de Tremblay, alors que l'Église catholique et la loi condamnaient cette orientation sexuelle. Ir tarp personažų, kuriuos aprašo Mišelis Tremblay, galime rasti nemažai homoseksualių vyrų. Ir autorius netgi jiems paskyrė 6 romanų ciklą, kurį pavadino Le Gai Savoir. Dabar aišku, Kvebeke homoseksualumas nelaikomas jokių nusikaltimų, bet taip nebuvo visada. Dabar jau nuo 2000 metų yra leidžiamos tos pačios lyties žmonių santuokos, bet kai Tremblay augo, tai homoseksualumas buvo draudžiamas tiek katalikų bažnyčios, tiek įstatymo. Tremblay fait un portrait des difficultés rencontrées par ces hommes à cette époque et aux défis humains auxquels ils continuent de faire face par la suite. Le personnage central de cette série et des pièces de théâtre qui y sont associées est Jean-Marc, le fils de la grosse femme. Tremblay pasakoja apie sunkumus, su kuriais tuo metu susiduria homoseksualūs vyrai, kokius iššūkius jiems tenka atremti. Ir pagrindinis teatro pjesių veikėjas yra būtent Žanas Markas. Tai jau mūsų pažįstamos storulės moters, kurie laukėsi sūnus. Un autre personnage représentatif de ce thème est Édouard, le second fils de Victoire, qui est à la fois vendeur de chaussures le jour et figure de la vie nocturne montréalaise sous le nom de la Duchesse de Langeais. Et je vais vous lire le début du premier tome du Gai Savoir, qui s'intitule La Nuit des Princes Charmants, où le narrateur adolescent exprime ses difficultés à trouver le grand amour auquel il rêve, comme tous les adolescents de son âge. Ir kitas labai svarbus personažas yra Eduardas, tai yra Viktorijos, visų vaikų mamos antrasis sūnus, kuris dieną dirba kaip batų pardavėjas, o naktį išeina į Monrealio gatves ir ten jau jis yra ne Eduardas, o kunigaikštienė Langeais. Jis taip save pristato. Ir dabar perskaitysiu pačią pradžią pirmojo šito ciklo, šitos romanų serijos tomo pradžią iš pirmojo tomo, tos mūsų serijos, kurie vadinasi Le Gai Savoir. Ir ši pirmoji knyga, pirmasis tomas vadinasi Žaviųjų princų naktis, kur pagrindinis personažas irgi ieško savo meilės ir svajoja apie ją. J'avais 18 ans, j'étais vierge et j'en avais assez de sublimer en rêvant dans mon lit à des êtres inaccessibles ou en tripotant dans l'ombre des parcs publics des corps fugitifs qui n'étaient pas là pour l'amour mais pour la petite mort qui dure si peu longtemps et qui peut être si triste quand elle n'est agrémentée d'aucun sentiment. Je n'avais pas encore connu l'amour dans ses atours classiques, le lit qui craque, les longs ahannements, les droits froissés, l'odeur des corps avant, pendant, après, la cigarette post-coitus, le prochain rendez-vous sollicité en tremblant de peur de se faire refuser, et je me disais qu'il était grand temps que je me décide à sauter le pas. De plus, nous étions en hiver, période plutôt creuse pour les amateurs de célébrations bucoliques à la belle étoile, et j'étais en manque. La neige, jamais ramassée, s'accumulait jusqu'à 6 ou 8 pieds dans le parc La Fontaine. Les chemins pour piétons étaient souvent impraticables, les nuits trop froides et les vêtements matelassés peu commodes au dézippage rapide. De toute façon, l'amour dans les congères n'a jamais été mon genre. Quant au bar
dont j'entendais de temps en temps vanter les vertus par un camarade de frotti-frotta plus bavard que les autres, j'étais beaucoup trop timide et complexée pour les fréquenter, convaincue qu'au moment même où je franchirais la porte du Tropical ou des 4 coins du monde, tous deux situés dans l'ouest de la ville, toujours le fief des anglophones de Montréal, des dizaines de têtes se tourneraient vers moi et les grimaces de dégoût se multiplieraient quand on verrait surgir ce vulgaire avatar de l'Est que j'étais. Qu'est-ce que c'est ça, cet agrès-là? Mon Dieu, ils ont laissé sortir les lettres à soir. Look at that, the Easter Bunny, etc. Alors je continuais de sublimer, à tel point que même Marlon Brando et Burt Lancaster finissaient par perdre de leur intérêt érotique comme de vieilles connaissances trop fréquentées. Il fallait donc que je ramasse mon courage autant que possible un samedi soir, que je me mette sur mon 31, pantalon serré, col roulé noir, breloques pendues à mon cou par un lacet de cuir, bottes d'hiver pas trop rongées par le calcium, que je saute dans un autobus et que je fonce droit sur un des bars louches, on les appelait encore ainsi à l'époque, sans penser à mes complexes ni à mes inquiétudes. Bonne chance, adieu va, merde et advienne que pourra. Entre l'intention et l'accomplissement, cependant, plusieurs semaines passèrent en ressassement de Marlon en t-shirt, de plus en plus sale, et de Burt frenchant goulûment Deborah Kerr dans les vagues déchaînées du Pacifique. Tout ce temps-là, bien sûr, Deborah Kerr était afflubée d'un joli pneu autour de la taille, son maillot n'avait pas de haut et elle arborait une coupe César ainsi qu'un début de moustache des plus saillants. Mais quand Marlon me remplaça dans les bras de Burt et que je me surpris à dérouler dans ma tête un film porno dont je ne faisais plus partie, je me dis qu'il fallait que je me décide avant de devenir complètement passif ou de perdre tout intérêt pour ce qui n'était pas machination de l'imagination. La vie, la vraie vie allait commencer. J'étais mort de trac. Serais-je à la hauteur? Lui-même le serait-il? Me transporterait-il au 7e ciel ou me ferait-il regretter mes séances quand même relativement satisfaisantes du parc La Fontaine et du creux de mon lit? Et moi, est-ce que je saurais seulement quoi faire? Une façon quelque peu détournée d'inaugurer ma vie dissolue se présenta au milieu du mois de janvier. J'en fus ravie sans me douter que cette sortie, pourtant planifiée dans ses moindres détails, m'entraînerait dans les méandres de monde dont j'ignorais même l'existence. Alors, pour terminer, je voudrais mentionner 2 choses. D'abord, le dernier cycle romanesque de Tremblay, qui s'intitule La diaspora des Desrosiers et comporte 9 romans qui retracent surtout la vie de la grosse femme, née en Saskatchewan et faisant le voyage enfant jusqu'à Montréal, mais aussi celle d'Édouard et de personnages secondaires du monde de Tremblay comme Tilou, une prostituée de luxe qui prendra sa retraite à Montréal. Elle vivait avant à Ottawa. Qui prend sa retraite à Montréal dans Au hasard la chance, le 6e tome de la diaspora. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti dar porą dalykų. Tai pirmiausia apie paskutinį Tremblay romanų ciklą. Jisai vadinasi La diaspora des Desrosiers ir jį sudaro 9 romanai, kuriuose daugiausia pasakojama apie tos storulės moters gyvenimą. Ji gimė Saskačevane ir dar būdama vaikas atvyko į Monrealį, kur toliau ir gyveno. Ir taip pat šiame cikle pasakojama Eduardo istorija, bei sutinkame tokius antrinius veikėjus, kurie supo Tremblay, pavyzdžiui, tokia aukštesnės klasės prostitutė Tilou, kuri anksčiau gyveno Otavoje, bet jau išėjo į pensiją ir persikėlė gyventi į Monrealį. Ir apie ją būtent yra pasakojama 6-ame šito ciklo tome, 6-ame romane, kuris vadinasi Au hasard la chance. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est que Tremblay est aussi l'auteur de plusieurs récits autobiographiques, comme par exemple Les Vues animées, qui est un recueil de récits de spectature de 13 films vus pendant son enfance. Ces récits sont l'occasion pour lui de mettre en scène sa mère, qui est l'un des personnages les plus colorés de son œuvre autobiographique,
et qui est très souvent comparée à la grosse femme. Na ir antras dalykas, tai kad Tremblay taip pat parašė nemažai autobiografinių knygų. Pavyzdžiui, viena iš jų yra Les Vues animées, animuoti paveikslai, filmai. Ir šiame pasakojimų rinkinyje jis būtent pasakoja apie filmus, kuriuos matė būdamas vaikas. Ir pasakoja iš viso apie 13 tokių filmų. Ir tie pasakojimai atskleidžia labai gerai jo mamos charakterį. Tai mama tai vienas iš tokių ryškiausių galbūt veikėjų sutinkamų jo kūryboje ir labai dažnai jo paties mama, jo mamos personažas lyginamas su tos storulės moters personažu. Les coïncidences qui existent entre ses œuvres fictionnelles et ses récits autobiographiques soulignent le rôle prépondérant de l'imaginaire chez Tremblay et sa capacité à révéler une part de la réalité. La quête des origines de ces personnages semble refléter une semblable quête subjective de l'auteur, ce dont témoigne le recours donc au genre du récit autobiographique. Na ir matome sutapimų, randame sutapimų tarp to, ką jisai aprašo savo romanuose ir to, ką aprašo autobiografiniuose pasakojimuose. Ir tai atskleidžia nepaprastą Tremblay vaizduotės galę ir jo gebėjimą perkelti į romanus dalį ir savo realybės. Tai gerai atspindi autoriaus sumanimus, tokius subjektyvius autoriaus ketinimus ir apie kuriuos galime spręsti būtent iš to, kad jisai pasirenka taip pat ir autobiografinius pasakojimus istorijoms kurti. Vu l'heure qu'il est, je crois que je vais m'arrêter maintenant. J'espère vous avoir donné une petite idée de la grande œuvre de Michel Tremblay. Et donc je serais ravie d'en discuter, ou si vous avez des questions, ça me ferait plaisir. Matau, kad išnaudojame beveik visą laiką, tai sustosiu čia. Tikiuosi, kad nors trumpai gebėjau pristatyti šitą didžiulę Michelio Tremblay kūrybą. Na, o dabar jeigu turite klausimų, tai maloniai juos atsakyčiau. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai jamais lu Michel Tremblay malheureusement. Je pense qu'il faut que je le fasse. Je trouvais ça. On voit qu'il y a vraiment une tension dans ses œuvres entre le théâtre qui est très où on parle vraiment le joual, je pense du début à la fin, et les narrateurs dans les romans qui eux ont un discours vraiment un français presque parisien, ou du moins peut-être neutre on pourrait dire. Est-ce que ça va dans son œuvre, ça va se développer? Est-ce que le narrateur va un peu être contaminé, on va dire? Oui. Oui, pardon. Labai ačiū už paskaitą, tikrai labai įdomu, dėja nesuskaičiusi Michelio Tremblay kūrinių, tikrai reikėtų perskaityti. Norėčiau paklausti dėl kalbos vartojimo, nes teatro pjesėse girdime, kad autorius vartoja tą žualį, šnekamąją kalbą, o romanuose dažnai galime girdėti ir tą paryžietišką akcentą, norminę arba neutralią kalbą. Ar jis palaipsniui pereina prie to žualio ir savo romanuose, įdeda lūpas į savo romanų veikėjų lūpas būtent žualio akcentą? La réponse est oui. Peut-être j'ai aussi accentué cette différence. Mais c'est vrai que la narration est plus neutre. Mais c'est vrai aussi qu'il y a parfois des contaminations de la narration avec un peu de joual. Et même, c'était dans... Alors... Tai atsakymas būtų taip.
Na, aišku, tas romanų pasakotojas jis kalba labiau tokia neutralia kalba, bet atsiranda ir tų tokių intarpų, ta kalba užsiteršia tam tikrą prasme ir žualių. Ce qui m'a étonnée, par exemple, dans le texte que j'ai lu du Gai Savoir, le narrateur dit, c'était où? L'amour dans les congères. De toute façon, l'amour dans les congères n'a jamais été mon genre. Les congères, c'est très français. Au Québec, c'était banc de neige. Et donc, j'étais très étonnée qu'il utilise ce mot-là, parce que c'est quand même très marqué. Tai toje ištraukoje, kurią skaičiau iš romano Gai Savoir, kaip tik vienas tas veikėjas ir sako, meilė pusnyse, tai nėra tai, kas man patinka. Ir jis pavartoja, kalbėdamas apie pusnį žodį les congères, tai yra visiškai prancūziškas terminas. Kvebeke būtų sakoma banc de neige, les bancs de neige. Tai mane nustebino šiek tiek tas būtent tokio termino pasirinkimas. Mais par contre, on retrouve aussi du vocabulaire plus québécois dans la narration. Par exemple, la grosse femme qui se fait laver les cheveux, on dit que la mousse tombait en longues coulisses sur la nappe blanche. Et les coulisses, c'est pas très courant en France, on va dire, d'utiliser ce terme. Et ça veut dire quoi, la coulisse? C'est quand ça coule, comme de la peinture qui coule, là c'est du savon. Donc ça laisse des traînées. Bet taip pat galime rasti ir tikrai Kvebeke vartojamos leksikos, pavyzdžiui, toje scenoje, kur moteriai plauna galvą ir pasakojame apie tai, kaip tos putos nuo plaukų krenta žemyn ir pavartojamas žodis kulys, kuris tikrai yra labai Kvebeke paplitęs, sakykime, būtent tam parodyti tam tų putų kritimų žemyn. Est-ce que je réponds à ta question? Oui. Merci. D'autres questions, commentaires? Ar dar būtų kitų klausimų, pastabų? Bon, merci. Un point que j'ai trouvé assez intéressant, c'est quand tu lisais des paroles, tu modifiais un peu les textes, tu as ajouté d'autres mots québécois qui entraient, donc tu reprenais vraiment la langue. Et ce que j'aurais dû dire avant, c'est que cette littérature nous permet de nous présenter au monde avec nos propres voix, avec nos propres mots. Merci. Iš tikrųjų labai, labai ačiū, labai malonu buvo klausytis, kai skaitai ištraukas ir kaip pridėjai to kvebekietiško tarimo, kvebekietiškos leksikos. Manau, kad tai ir yra galimybė ir būdas pristatyti, kokia yra turtinga ta mūsų literatūra ir kalbėti tuo tikruoju mūsų balsu. Oui, c'est tout à fait juste. Et je trouve ça intéressant que la littérature, évidemment, le joual qui est parlé aujourd'hui n'est plus exactement le même qu'utilise Tremblay, puisque ces personnages vivent dans les années 50, 60 ou même 40 pour la grosse femme. Et donc même si c'est plus forcément la langue exactement parlée aujourd'hui, c'est vrai que ça donne un accès à une époque et ces voix de cette époque, et ça donne oui, un sentiment, un aperçu de ce que ça peut être la langue familière ou la langue parlée. Taip, iš tiesų, ir įdomu tai, kad tas žualis, toks koks jis yra dabar, vartojamas dabartinių žmonių, nėra visiškai tas pats, ką girdėjo Tremblay, tas žualis, kuris tuomet skambėjo 5-ame dešimtmetyje, kuris aprašomas būtent romane Grosse Femme arba 6-ame, 7-ame dešimtmečiuose.
Bet, na, tai vis tiek suteikia galimybę išgirsti tą laikmetį, įsiklausyti į to laikmečio balsus ir, na, pajusti tą šnekamąją kalbą. Et peut-être je peux ajouter que pour les traducteurs et les interprètes, comme Tremblay donc n'est pas traduit en lituanien, si jamais il y a des traducteurs parmi vous ou des éditeurs, c'est évidemment une langue difficile à traduire à cause des références culturelles, à cause de l'époque, et je pense que c'est un travail difficile pour les traducteurs de trouver un équivalent qui ne soit pas juste un calque, mais un équivalent qui serait peut-être en Lituanie, je ne sais pas moi, l'époque soviétique, ou peut-être des mots d'une époque passée. Évidemment, c'est toujours une transposition, c'est pas un calque. Ir žinau, kad Tremblay kūryba nėra išversta į lietuvių kalbą, tai jeigu tarp jūsų yra vertėjų arba leidėjų, tai maloniai kviestume versti. Bet aišku, vertėjams tai tikrai yra sunki užduotis, nes kūriniuose yra labai daug kultūrinių nuorodų, reikia išmanyti tą laikmetį ir tikrai išversti, surasti tuos ekvivalentus, atitikmenis būtų gana sudėtinga, nes nebūtų įmanoma tiesiog kaip perkelti, versti pažodžiui, naudoti kalkę, taip vadinamąją, reikėtų vis tiek galbūt pasiremti sovietmečio kažkokiais tai leksika, terminais ar tuo metu kalba, kurią tuo metu kalbėjo, arba sovietmečio, arba kitų laikmečių, tiesiog neperkeliant pažodžiui, bet ieškant kažkokių tai atitikmenų iš to laikmečio. D'autres questions, commentaires? Merci beaucoup pour l'interprétation.